Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche soir à 19h en direct de Sud Radio, la radio qui vous parle vrai. Dans cet excellent, nous vous racontons les parcours et les destins des créateurs qui ont choisi l'excellence comme leitmotiv et ce, quel que soit leur secteur, car l'excellence ne connaît pas de barrière. Face à cette période inédite que nous vivons, j'avais envie de partager un peu et de partir un peu aussi à la recherche d'une forme de sens. Et quoi de mieux que les mots, cette richesse incroyable que nous possédons tous, pour peut-être entrevoir ce soir ensemble la possibilité d'un nouveau chemin un peu plus éclairé. En tout cas, on va essayer, c'est certain, avec l'écrivaine et philosophe Mazarine Pinjot, dont les expériences de vie se transforment en écrits, en romans et parfois en récits. En seconde partie d'émission, elle sera rejointe par un homme pour qui les lettres, plus loin que les écrits, ont un sens profond et caché, un écrivain plus qu'un écrivain, un maître du trait qui nous rappelle que le sens est peut-être tout simplement de ne pas toujours savoir pour se permettre de chercher. Et c'est le calligraphe Franck Laloux. En bulle stratégie de la semaine, nous accueillerons Céline Galigné, une franchisée Shiva qui prône le contact et l'installation physique des boutiques malgré le contexte actuel. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Mazarine Pinjot. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Mazarine Pinjot, nous allons bien entendu vous écouter raconter votre parcours et partager peut-être quelques confidences avec nous ce soir. Mais avant d'en venir à ça, je voulais vous parler d'un papier que vous avez rédigé et qui est sorti fin juillet dernier dans les pages du Monde, au titre évocateur. Il est inspiré d'un titre de Gainsbourg, « Ce mortel ennui qui me vient ». Vous y fustigez les nouvelles formes du féminisme, je vous cite. « Ce mortel ennui qui me vient devant une certaine jeunesse sans désir mais pleine de colère, ces jeunes femmes mieux loties que leur mère et leur grand-mère qui ont mené la lutte pour elles, déblayer le terrain pour leur laisser en héritage de continuer le combat. » Le combat, référence à MeToo, etc., on imagine, ou le nouvel extrémisme féministe pour vous. Est-ce qu'il ne faut pas crier pour se faire entendre quand même, Mazarine Pinjot, finalement ? Ah si, bien sûr. Je pense qu'il y a des formes de militantisme qui sont tout à fait utiles. Ensuite, comme toujours, il y a des choses qui sont excessives. Ouais. Et l'excès nuit parfois à la cause. Et je pense qu'il y a une manière de faire aujourd'hui qui rencontre surtout les réseaux sociaux et qui peut donner lieu à un déni de démocratie et de justice et de droit, quoi. Enfin, il y a une mise en danger de l'institution de la justice que je considère dangereux. Ensuite, évidemment, moi je suis tout à fait pour le mouvement MeToo. C'est pas le mouvement MeToo dans sa globalité qui est pointé du doigt ici, c'est plutôt ses excès. Et c'est vrai que la forme de dénonciation comme combat, comme forme de militantisme peut devenir dangereux, parce que quand c'est pour une bonne cause, entre guillemets, ça va, mais qui va décider de la bonne ou de la mauvaise cause? Ouais. Et donc je pense que, si vous voulez, que les réseaux sociaux, la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux et la rapidité, l'immédiateté qui mettent à l'écart finalement toute forme de médiation, de temporalité, de réflexion, peut être aussi quelque chose d'assez dangereux pour nos sociétés. Et pourquoi ça met en danger les institutions, selon vous? Ça les contourne, les contourne. C'est encore une fois, c'est immédiat. Ça vient chercher, ça en appelle à une forme d'émotion plutôt que de raison, et parfois d'émotions négatives, de désir de vengeance, de virulence, de chasse à l'homme. Enfin voilà, je pense que ça réveille des instincts qui peuvent être dangereux. Ensuite, c'est bien que ça mette un gros coup dans la fourmilière aussi, parce que ça va pas. Enfin, on l'a bien vu avec MeToo, et c'est aussi pour ça que ça a bien fonctionné. C'est que évidemment, il faut faire bouger, et ça permet aussi de faire évoluer les mœurs, de faire évoluer la justice elle-même. Moi, je suis pour qu'on combatte pour faire évoluer le droit. C'est à cet endroit-là que le combat politique est possible. En revanche, transformer les mœurs de l'intérieur à coup de, si vous voulez, de révélations qu'on ne peut pas dans la presse, qu'on ne peut pas forcément vérifier, etc. de contourner la justice, qui dira que ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Après, voilà, on est à un moment de cette révolution. Il y a forcément il y a peut-être une période plus apaisée derrière. Et j'espère que ça donnera lieu à quelque chose de beaucoup plus apaisé, et encore une fois, un véritable progrès, mais dans le droit, c'est-à-dire dans quelque chose de régulateur, et pas dans l'idée que les mœurs s'autorégulent. Moi, je ne crois pas à cette idée que la société s'autorégule indépendamment des cadres légaux. Je ne crois pas qu'on puisse se passer du droit. Je pense que le droit, c'est ce qui permet aux uns et aux autres de vivre ensemble. À partir du moment où il n'y a plus de médiation et où on jette en pâture
candidature n'importe quel nom, n'importe quelle chose sur le net. Vous voyez comment les choses fonctionnent, comment ça circule vite, comment tout à coup il y a des haines qui s'établissent les uns contre les autres. Le problème, c'est que même à l'intérieur de ces formes de militance, c'est les militants eux-mêmes qui finissent par en faire les frais. C'est vraiment les enfants qui se font dévorer par leurs parents. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est une logique en fait, presque. Complètement. Ouais. Et cette logique, qui n'est pas nouvelle. Quand on lit, par exemple, Jo Freeman, qui était une grande féministe assez extraordinaire et qui raconte comment ça fonctionnait à l'intérieur de certains groupes militants féministes où il y avait à l'époque ce qu'elle appelait le trashing et non pas ce qui est devenu la cancel culture, mais qu'elle appelait à l'époque le trashing. Et sur la sororité, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'elle démonte justement les mécanismes de cette forme de militantisme qui est une fuite en avant, et en fait on n'est jamais assez bien pour on peut pas faire contre les autres, quoi. C'est ça. Ouais, on peut à la fois pas faire contre les autres, mais il faut vraiment être un bon soldat, parce que sinon vous en prenez plein la gueule. Et donc à l'intérieur même, si vous voulez, des mouvements féministes, il y a une forme de logique un peu suicidaire que je trouve dangereuse pour le féminisme lui-même. Et donc il faut être juste vigilant. Après, c'est bien aussi qu'il y ait certains excès pour faire un peu bouger les lignes. Et ça, c'est absolument nécessaire. Mais bon, la question, c'est toujours la bonne mesure, à quel endroit se situer, juste au milieu. Exactement. Alors vous en parlez un petit peu de cette époque qu'on vit, et puis de plein d'autres choses dans votre nouveau roman, Et la peur continue, qui est sorti le 6 janvier dernier chez Mialet Barreau Éditeur. Je le montre aux auditeurs à l'écran. Vous racontez l'histoire de Lucie, une femme qui a tout pour être heureuse et dont la peur de tout, elle a peur du quotidien, du passé, du futur, est alimentée aussi par cette époque anxiogène qu'on vit, contemporaine. Ce livre, c'est un cri, vous l'avez dit, je vous ai entendu le dire. Est-ce que c'est parce que l'époque est bruyante que vous criez, justement? Ouais, elle est bavarde, surtout, l'époque. Elle est bavarde et ça parle beaucoup. C'est marrant, c'est vrai que on commente beaucoup. C'est vraiment l'époque du commentaire, mais on commente presque plus qu'il ne se passe de choses. C'est-à-dire que le commentaire se substitue quasiment à l'information, au factuel. Et c'est une époque effectivement très bavarde et anxiogène parce que cette parole qui s'auto-alimente, pas forcément pour dire des choses toujours très intéressantes malheureusement, en tout cas assez peu pour dire, c'est plus une forme d'ornementation ou peut-être de peur du vide, ou je sais pas, c'est peut-être la réponse à une forme d'angoisse générale, mais malheureusement cette réponse crée encore plus d'angoisse. Là aussi on est dans une sorte de cercle vicieux. Et justement là-dessus, est-ce que vous pensez pas qu'écrire sur la peur, ça peut l'alimenter ? Ça la dénonce ou ça l'alimente? Je pense pas. Alors c'est un roman, donc c'est pas une tribune, contrairement. Oui, mais il peut être un peu angoissant ce roman. Oui, bien sûr. Et ça raconte, ça parle d'une angoisse très contemporaine. Oui. Ça questionne la peur. Moi, je pense que la peur est très mauvaise conseillère et qu'il faut se méfier soi-même de sa propre peur. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause, ayant un certain nombre de peurs, que je partage avec beaucoup de gens, et puis d'autres qui me sont plus personnelles. Mais je sais que c'est un sacré ennemi. En tout cas, moi, j'essaie de combattre ces peurs. Je suis pas du tout toujours victorieuse. C'est un ennemi à plein d'égards, et on voit bien aujourd'hui comment politiquement ça peut aussi être un ennemi, ou au contraire un allié pour certaines tentations extrêmes. Et donc voilà, c'est quelque chose. Enfin, la peur, ça peut être parfois quelque chose d'utile pour repérer le danger, mais une fois qu'on l'a repéré, je pense qu'il faut mettre en œuvre d'autres facultés que cette seule émotion réactive. Alors dans ce livre, il y a aussi le secret dont vous parlez, puisque elle se rend compte qu'elle est victime d'un secret qu'elle a oublié elle-même. On va évidemment parler de votre papa. Cette année, on fête les 25 ans de la mort de votre père, et les 40 ans de son élection historique de 1981. Donc votre père, c'était François Mitterrand. Votre histoire a toujours été un mélange de public et d'intime. Vous avez été caché. Comment est-ce que vous appréhendez ça, justement, ce secret 20 ans après la révélation de votre existence, qui a eu lieu, je le rappelle, en 1994. J'ai fini par m'y faire, mais c'est un fil conducteur dans vos écrits, dans votre création. C'est un exutoire. C'est un fil conducteur dans le sens où c'est un nœud qui reste encore un mystère même pour moi. Enfin, dans le sens où ça alimente encore une forme de questionnement. Je pense que la plupart des écrivains trouvent dans leur enfance les motifs qui les accompagneront toute leur vie et qui continueront d'essayer de creuser, de comprendre, d'éclaircir ou de transformer, enfin, que sais-je, mais
Et pour moi, effectivement, le secret, le silence, une certaine forme de peur sont des fils qui continuent de me tisser, avec lesquels j'arrive à vivre, heureusement. Et qui se transforment en positif finalement, en revanche, quand vous écrivez. En tout cas, qui continuent de m'aiguillonner, quoi. Il y a quelque chose qui pique encore. Et tant que ça continuera de piquer, je pense que je continuerai d'écrire. Est-ce que vous pensez que l'enfance finit par passer, Mazarine Pinjot ? Non, je pense que l'enfance ne passe pas. Jamais. Je pense que l'enfance n'est pas seulement un âge de la vie, c'est là où les choses s'inscrivent. Et alors après, on peut les transformer, on peut en faire quelque chose, on peut essayer de vivre avec. Enfin, il y a plein de stratégies pour essayer de faire que cette enfance ne soit pas seulement un poids du passé qui vous laisse. Ouais. Mais en revanche, je pense qu'elle demeure contemporaine. En fait, je pense que chacun d'entre nous ici a cette expérience. Ça veut dire quoi, vieillir ? Personne n'a l'impression qu'il vieillit. On reste toujours le même avec des questions et des équations qui se sont nouées très tôt et qui restent les mêmes. Après, encore une fois, on ne fait pas du surplace, mais cette équation-là, elle demeure, il me semble. Merci Mazarine Pinjot. C'est excellent sur Sud Radio en compagnie de l'écrivaine et philosophe Mazarine Pinjot qui sera rejointe dans peu de temps par l'artiste, calligraphe, écrivain Franck Laloux. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Si vous nous rejoignez, vous avez raté un peu, mais il en reste encore beaucoup. Et c'est excellent, votre émission en direct du dimanche soir à 19h. Ici, on parle vrai avec nos créateurs français, ceux qui font le pari parfois pas simple et risqué de l'excellence. Ce soir, à mes côtés, en studio, l'écrivaine philosophe Mazarine Pinjot, qui sera bientôt rejointe par le calligraphe un peu mage Franck Laloux. Et juste avant cela, nous retrouverons Céline Galigné et sa chronique sur l'importance de l'implantation physique en période Covid dans la stratégie de la semaine. Mais pour l'instant, on continue avec Mazarine Pinjot. Alors, puisqu'on parle de Covid, justement, Mazarine Pinjot, comment est-ce que vous la vivez, cette période inédite, cette crise Covid? C'est quand même étrange. J'ai pas beaucoup de recul encore et puis le fait que ça s'installe transforme un peu l'expérience. Ouais. Au début, on était un peu sidérés, donc on a accueilli le truc comme quelque chose d'inédit. Et puis là, le fait que ça se pérennise commence à être quand même un peu lourd, clairement déprimant. Il y a des bons côtés. Est-ce que vous écrivez plus, par exemple? Non, alors pas du tout. D'accord. Déjà, le premier confinement, j'ai rien foutu. Enfin, c'est pas vrai. J'ai un peu travaillé, mais j'ai fait que les choses obligatoires, quoi. Et donc, j'ai pas écrit. Et parce que il y avait les enfants qu'il fallait faire. Il y avait tout à coup 3 repas par jour à faire. On s'est transformé en cantinière. C'est ça. Et puis maintenant, je bosse. Je trouve qu'on bosse plus dans le sens où on fait plus que ça, quoi. On fait plus que ça. Il y a plus de temps mort, il y a plus de temps de trajet, il y a plus le moment où on change d'espace, où il y a ces interstices quand même qui vous font respirer. Donc c'est beaucoup plus intense. Et en même temps, en revanche, donc je travaille beaucoup pour mon métier de prof par ailleurs, mais en revanche, j'ai beaucoup de mal à écrire. Et vous continuez à interagir avec vos élèves justement, puisque vous êtes prof? Alors comment ça se passe? Tous les cours sont par Zoom. Ouais. Donc c'est là aussi, à la fois au début, on se dit bon, c'est cool, je suis pas obligée de prendre ma douche, vous attachez les cheveux, je vais faire semblant, je peux me lever plus tard, c'est cool, je vais pas prendre la ligne 13 qui sera bondée où je vais avoir l'impression de crever. Et puis finalement, on aime bien la ligne 13. Et puis au bout d'un moment, c'est dur parce que surtout le deuxième semestre, parce que le premier, on avait commencé en présentiel, donc on avait vu les étudiants, on avait eu le temps de se voir, de parler, de se connaître, mais là, ça commence d'emblée par les écrans, donc c'est quand même dur. Cette omniprésence. Et puis les étudiants, c'est compliqué, quoi, pour eux. Alors, Mazarine Pinjot, vous êtes docteur en philosophie et puis vous avez choisi pourtant à 90% l'écriture de romans comme médium d'expression. Vous avez fait quelques récits et un livre qui a été Entretien avec Descartes que vous avez sorti en 2011 chez Plomb, mais sinon c'est vraiment beaucoup du roman. Pourquoi? Vous préférez raconter des histoires? Est-ce que c'est une meilleure manière de passer un message, justement? C'est une bonne question. J'aimerais bien avoir plus le temps de produire de la philosophie. Enfin, quand je dis de la philosophie, je suis pas forcément une grande créatrice en philosophie, mais plus produire des choses un peu scientifiques. J'écris pas mal d'articles. Enfin, j'essaye quand même. Mais c'est vrai que les choses font que
la vie se sépare entre mon métier, en fait, de prof, et de chercheuse, et puis l'autre côté qui est l'écriture. Mais c'est finalement assez hermétique, bizarrement. Même si dans ce livre, il y a l'héroïne est une journaliste scientifique, une chercheuse donc aussi, il y a parfois des petites passerelles, mais sinon, c'est quand même deux univers finalement qui se rencontrent assez peu. Et par choix. Vous posez la question ou pas ? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que à l'université, le fait d'écrire des romans, alors en plus je suis dans un département de philosophie, on n'en parle jamais. Enfin, c'est comme si ça n'existait pas pour eux. Ouais, et même comme si c'était presque. C'est vraiment deux personnes, quoi. En concurrence. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un peu schizophrénique. C'est intéressant. Mais en revanche, ça me laisse aussi le loisir d'écrire dans une bulle qui est vraiment en dehors. Propre à vous, quoi. Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est assez agréable. Et en fait, je sais pas comment je partage mon temps, mais parce que je consacre finalement quand même plus de temps à mon métier. Mais lorsque je commence un livre, il y a un autre espace qui se crée à côté. Et que vous arrivez à installer avec rigueur, parce qu'on imagine que c'est très rigoureux, l'écriture. Oui, une certaine rigueur, parce que lorsque je suis dedans, il faut pas que j'en sorte. Alors, et donc vous continuez à faire les cours, du coup, quand même à côté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas simple comme exercice. Un à côté. Ouais, en tout cas, il faut arriver à passer de l'un à l'autre sans que ça soit trop frustrant ou trop compliqué. Bon, ça va, on y arrive, mais c'est vrai que bizarrement, alors qu'on peut se dire, la philo, la littérature, c'est proche, mais en fait, pas tant que ça, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est un rêve ? Vous rêviez enfant ? Est-ce que vous rêviez à la barre d'un autre métier, ou est-ce que finalement vous êtes là où vous vouliez être ? Non, j'ai toujours voulu écrire. Enfant, déjà, j'aimais écrire des petites histoires, des petits poèmes, des petites choses nulles, mais j'aimais ça. Et en revanche, je me suis jamais dit que j'allais devenir prof. Ça c'est certain. J'ai jamais eu ce désir, ce fantasme. Pas du tout, quoi. C'est arrivé dans la suite logique de mes études. Et puis j'adore ça. Enfin, j'adore transmettre, mais c'est pas quelque chose. J'en rêvais pas, quoi. Et même, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, en réalité, l'idée d'être en représentation devant le regard d'élèves ou d'étudiants dont j'imaginais, lorsque j'étais moi-même élève, qu'ils étaient là juste pour attendre la faute, ou vous critiquer, ou vous attendre au tournant. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, mais moi, je me disais toujours quand j'étais gamine, les pauvres enfants de profs qui sont dans le lycée de leur père ou mère, et qui entendent dire des choses méchantes sur leurs parents, mais ce qui était aussi mon cas. Enfin, j'entendais des horreurs sur mon père, mais sauf que personne ne savait que c'était lui. Mais donc, en fait, je trouvais que c'était horrible. Moi, j'avais l'impression que c'était un destin malheureux, mais que des gens choisissent d'être profs et que leurs enfants soient dans le même lycée. Ils auraient pu faire autrement. Je me disais, c'est trop dur pour eux, quoi. Mais alors qu'en réalité, c'est un magnifique métier. Et moi, je suis très heureuse de le faire. Merci Paroula pour ce partage, Mazarine Pinjot. Nous n'allons pas attarder à retrouver Franck Laloux, mais tout de suite on part en région PACA avec Céline Galinier pour sa chronique sur l'importance du contact humain et de l'implantation physique en temps de Covid. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, le talent, la stratégie de la semaine. Bonsoir Céline Galinier, bienvenue dans C'est excellent. Bonsoir Judith Belair, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors Céline Galinier, vous êtes une ancienne du secteur médical, vous travaillez auparavant à Monaco et vous avez pris un nouveau chemin il y a 14 ans exactement pour vous mettre à développer des franchises, en l'occurrence des franchises Shiva, dans la région PACA. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette nouvelle route ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que l'entrepreneuriat a toujours été en moi. Oui. J'ai toujours voulu créer quelque chose, voulu aller de l'avant, voulu être indépendante aussi. Oui. Voilà. Et j'ai choisi la franchise Shiva il y a 14 ans, parce que la franchise Shiva faisait partie du groupe Academia, que je connaissais déjà. Et puis le service à la personne était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Du coup, je suis partie dans l'aventure Shiva. Je fais partie des premiers franchisés de la marque. Et c'est vrai que 14 ans plus tard, l'aventure est très belle. Vous en êtes à combien de franchises ? Aujourd'hui, j'ai 8 agences en région PACA.
D'accord. J'ai 3 agences sur Nice, 2 agences sur la périphérie niçoise et 3 agences dans les Bouches-du-Rhône. Et vous arrivez à fonctionner en ce moment quand même? Oui, on fonctionne plutôt bien. On arrive à travailler, on fait partie des secteurs qui ont le droit de travailler. Oui. On arrive à continuer à travailler au domicile des particuliers. Sans difficulté particulière. Alors, au contraire, on est plutôt bien accueillis. Oui. Alors vous continuez justement, et c'est ce qui m'intéressait chez vous, c'est que vous continuez à prôner la proximité et l'implantation physique justement de vos franchises et de ces boutiques. En ce moment, vous continuez à développer d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est aussi important, Céline Galinier ? La proximité est vraiment importante à la fois pour nos clients et à la fois pour nos intervenants à domicile. Nos clients peuvent venir nous voir en agence. Ça, c'est vraiment important pour eux. On a beaucoup de passages en agence, notamment en centre-ville de Nice. C'est vraiment flagrant sur le centre-ville. Et plus récemment, je me suis développée sur des villes plus petites. Oui. Et on s'aperçoit également que la proximité est vraiment importante pour les clients. Ils peuvent venir nous voir, ça leur fait plaisir de venir en agence. On va également, nous, au domicile des clients pour pouvoir évaluer leurs besoins, pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe avec leurs intervenants également. Et du côté intervenant à domicile, c'est également très important parce que ça nous permet de pouvoir recruter nos intervenants à domicile directement en agence. On connaît tout le monde. Moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 8 agences, on travaille avec à peu près 200 personnes. Et c'est vrai que tous nos intervenants, on les connaît. On les a recrutés, on les côtoie au quotidien. Donc, c'est vraiment important la proximité sur nos agences. Bien sûr. Et alors, justement, en développant dans ces zones qui sont un peu excentrées, on imagine que votre idée, c'est aussi de contribuer à redynamiser ces territoires puisque vous créez de l'emploi tout bêtement. Exactement. On crée de l'emploi dans des territoires où il n'y en a pas ou peu. Et également sur des métiers qui sont peu qualifiés. Donc c'est vrai qu'on arrive à créer quand même beaucoup d'emplois. Comme je vous disais, on travaille aujourd'hui à peu près avec 200 personnes. Donc c'est vraiment important. Bravo pour ce que vous faites, Céline Galinier, en tout cas. Et merci d'être venue en témoigner sur Sud Radio. Prenez soin de vous. Merci de votre accueil. Merci. À bientôt. Au revoir. Très bonne soirée. Très bonne soirée à vous. C'est excellent sur Sud Radio avec la romancière philosophe Mazarine Pinjot qui va être rejointe par le calligraphe écrivain Franck Laloux. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, il est 19h28 précisément, c'est excellent et c'est le titre de cette émission, votre rendez-vous du dimanche à 19h avec nos excellents créateurs français, tous bords confondus. J'ai le plaisir de recevoir ce soir 2 experts des mots et des lettres, chacun à leur manière, et il s'agit de l'écrivaine Mazarine Pinjot et du calligraphe Franck Laloux qui nous rejoint. Bonsoir Franck Laloux et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors Franck Laloux, je vous présente un peu pour nos auditeurs. Vous vous surnommez vous-même le polygraphe. J'en interprète celui pour qui l'expression artistique est multiple et poliforme, tout bêtement. Vous écrivez des livres, vous faites des vitraux, vous faites des spectacles, vous faites de la photo, vous faites de sublimes calligraphies que je montre à l'écran actuellement. J'ai eu le plaisir d'en recevoir une ce soir. Mais c'est toujours les lettres qui vous parlent et plus particulièrement l'alphabet hébreu. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors le début de la passion pour l'écrit chez vous, elle commence, j'ai envie de dire la grosse claque en fait, quand vous découvrez la page écriture du grand dictionnaire Larousse à 10 ans. C'est vrai. Mon père avait acheté le dictionnaire Larousse en 3 volumes. Ouais. Et à la page alphabet, et il y avait un tableau montrant que l'alphabet avait une histoire. C'est-à-dire qu'on avait nos lettres A, B, C, D, puisque je suis un bon petit français, élevé à la laïque. Et je m'aperçois qu'il y avait le grec alpha, qui avait donné le A. Oui. Et puis, il y avait le phénicien, à l'époque, on pensait que c'était les Phéniciens qui étaient à l'origine de l'alphabet, et c'était le Aleph. Et puis après, on arrive jusqu'au hiéroglyphe égyptien du taureau. Et donc j'étais fasciné, c'est-à-dire que l'alphabet, chose qu'on croit tomber du ciel, ou qu'on ne se pose pas la question s'il a une origine, l'alphabet avait une histoire.
Et du coup, j'ai été fasciné par cette image que je viens de retrouver dernièrement. Hein. Oui. J'en ai une photographie dans mon iPhone, oui. qui est à l'origine de cette fascination pour l'histoire de l'alphabet. D'accord. Mais la fascination pour l'écriture est venue dès le cours préparatoire. Oui. Je rejoins Mazarine. C'est-à-dire je pense qu'il y a les gens qui vont utiliser l'écriture, des fins utiles. Puis moi, je me revois en cours de CP, m'isoler dans la petite chambre de Marmande où je suis né. Oui. Et avec un stylo, j'avais peut-être 30 mots de disponibles, oui. puisque j'étais en cours préparatoire. Mais ce que je vois, c'est que écrire, c'est fermer la porte, oui. être sur un bureau et attendre que les mots arrivent quelque part. Et j'ai dû écrire n'importe quoi, hein, je pense. Mais je pense que écrire, c'est s'isoler. Et attendre le miracle des mots qui vont s'agencer pour former des phrases. C'est un miracle pour vous, les mots ? Oui, c'est un miracle, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent en réalité. On s'assoit, on parle de l'angoisse de la page blanche que je n'ai jamais connue, hein, ni en tant que calligraphe, ni en tant qu'auteur. Les mots, quand on se concentre, et puis quand on a quelque chose à dire. C'est pour ça que je n'ai commencé à écrire des romans, hein, pas des essais, que très tard, parce que j'ai commencé mon premier roman il y a 7-8 ans. Il faut avoir à dire quelque chose. Et là, quand on a à dire quelque chose, les mots apparaissent. C'est beau ce que vous dites. Alors vous êtes écrivain, puis il y a aussi évidemment tout le pan calligraphie qui est très important chez vous. Il y a une particularité dans vos lettres calligraphiées, c'est que vous êtes un spécialiste de l'alphabet hébreu, hein, mais vous l'interprétez par exemple comme on dirait presque de la calligraphie chinoise en fait. Est-ce que vous êtes formé auprès d'un maître chinois ? Comment vous en êtes arrivé à ce trait en fait ? Chinois, je ne dirais pas ça, puisque j'utilise un calame, une grosse plume. Mais effectivement, je suis un calligraphe, c'est-à-dire que je prends une distance par rapport aux mots, et les mots vont devenir des œuvres plastiques, et dans lesquelles vont intervenir des règles très strictes de calligraphie, c'est-à-dire un trait, un geste, un souffle. Chaque lettre doit être vécue, elle est respirée, et elle doit être faite d'un trait leste et sans hésitation. Et donc, en cela, c'est vrai que je peux évoquer la calligraphie chinoise qui se fait sans hésiter, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mais qui passe par des milliers, des centaines de milliers d'exercices préliminaires pour que quelque chose qui est très travaillé ait une apparence de spontanéité. Donc en fait, toutes les lettres que vous travaillez sont des lettres que vous faites en une seule fois. Toujours. C'est la règle du calligraphe. Vous ne levez pas le pinceau. Pas de pinceau, pas de crayon. Pas de crayon. Pas de préparation. La lettre, en fait, un calligraphe, c'est un musicien. Je suis aussi pianiste, mais pour faire un trait musical, je me souviens, quand je travaillais des morceaux difficiles au piano, on le faisait 10 fois, 100 fois, puis je me disais, je ne quitte pas le tabouret de mon piano tant que je n'ai pas fait le trait. Et après, le trait paraît naturel, alors qu'il est le résultat d'un énorme travail préliminaire. C'est excellent, c'est ça l'excellence française aussi, et en général d'ailleurs. Vous êtes d'origine juive et puis vous êtes donc spécialiste de l'alphabet hébreu, mais vous avez aussi calligraphié l'évangile de saint Thomas, j'ai découvert ça en 1985. Est-ce que tous les styles, toutes les histoires sont réinterprétables et universelles finalement, Franck Laloux ? L'évangile de Thomas était mon livre de chevet, parce qu'il m'avait été remis par mon professeur de philosophie quand j'étais à Calmette, le lycée de Madame Weil. Et donc, ça a été pour moi une révélation, ce texte complètement obscur, un apocryphe, Pourquoi ça a été une révélation ? Parce que les phrases étaient justement obscures, je savais qu'il allait falloir des années pour les déchiffrer déjà intellectuellement, spirituellement, et c'est pour ça que en 85, donc j'étais déjà en début de carrière de calligraphe, je me suis dit il faut que je passe par le corps pour comprendre des textes aussi abscons, si on veut dire, qui sont comme autant de koans, comme on me dit dans la tradition zen, sont des phrases paradoxales. On veut essayer de les comprendre par l'intellect. Certes, il le faut. J'ai une philosophe en face de moi, il faut faire jouer la raison. Mais le corps a des raisons que la raison ne connaît pas. Et donc ainsi, je me suis attelé...
par le corps, puisque la calligraphie c'est de la chorégraphie, hein, par le corps, j'ai essayé de les comprendre. Alors quand on passe une journée, 15 jours, un mois, il m'arrive de passer des mois sur un seul mot. Hein, quand je travaille la Bible, par exemple, sur le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Bible, mal traduit par au commencement, je peux passer des mois. C'est quoi la vraie traduction ? Il n'y en a pas de bonnes. Elles sont toutes bonnes. Les pires sont bonnes. Au commencement, c'est la pire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la pire des traductions qui est adoptée frileusement. C'est quoi la meilleure alors ? La meilleure, c'est celle d'André Chouraki qui dit en tête. Elohim créa le ciel et la terre, et puis la mienne qui est très très bonne, puisque je suis très bête en fait. Je ne m'attaque à très peu de choses, je consacre une vie à très peu de choses. Et ça a l'air, je parle de polygraphe, mais je tourne toujours autour de quelques concepts qui consacrent ma vie. C'est en tête, dans la tête, les dieux créa les ciels et la terre, et encore mieux, c'est pas créa, je reprends un terme grec qui est le mot poésie, hein, puisque le mot poésie vient du mot création, enfin création vient du mot poésie, et dans la tête, poétisa les dieux, le ciel et la terre. Donc nous sommes le fruit d'une poésie, et ainsi on peut se libérer d'une idée de commencement, qui est une idée absolument aliénante, et du mot création, ça veut dire qu'il y a un créateur des créatures, dans une tête, on ne sait pas laquelle, un dieu, des dieux, Elohim, on ne sait pas laquelle, une poésie s'est faite qui est le ciel et la terre, donc nous sommes co-créateurs, co-poètes de ce monde où nous vivons. Nous sommes le fruit d'une poésie, ça vous parle, ça, Mazarine Pinjot ? Ah, mais je trouve que c'est passionnant ce que vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la philosophie, justement ? Alors, en tout cas, c'est un lien avec la question que vous posiez sur le rapport entre philosophie et littérature. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était très différent. C'est que la philosophie, d'une certaine manière, elle travaille avec les concepts. Donc les mots, alors c'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire, mais les mots, on va dire, sont transparents pour aller vers les idées. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il y a quand même des philosophes qui ont un très beau style où il y a une matérialité de la langue. Mais l'écrivain, il va travailler sur cette matière. Alors pas comme le calligraphe, parce que la matière, elle reste quand même ça reste les mots. Il y a pas de corporéité de ces mots, mais néanmoins, lorsqu'on travaille une phrase, c'est comme un matériau de sculpteur qu'on travaille. C'est ce qu'on entend, c'est sa musique, c'est sa forme, tout autant que le sens. Et en même temps, le sens qui est cherché à donner quand on écrit un roman, enfin une œuvre de fiction, c'est pas tant un sens intellectuel qu'un sens sensitif, c'est-à-dire que les mots sont là pour recréer des sensations, des atmosphères, des angoisses, voilà. Et donc je trouve que la matérialité de la langue est plus le matériau justement de l'écrivain que la pensée qui sera celle du philosophe. Et c'est vraiment deux choses très différentes. C'est vachement intéressant, ça. Alors, Franck Laloux, vous avez aussi écrit votre propre évangile, qui s'appelle La Prophète, et qui traite de Martha de Béthanie. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez écrit un évangile, et pourquoi Martha de Béthanie ? Un évangile, c'est vrai que cet évangile ressemble fort, reprend la forme de l'évangile de Thomas, qui est à la source presque de ma vocation de chercheur quelque part, mais ou de cherchant. De cherchant, bien sûr. Et Martha, je l'aime beaucoup dans l'évangile parce que c'est elle qui travaille. Et pendant que Marie de Béthanie, sa sœur, que j'adore aussi, et je les aime toutes les deux, je les prends toutes les deux. Ah, d'accord. Et Marie de Béthanie, c'est elle qui lave les pieds de Jésus, Yeshua en hébreu, avec ses cheveux, elle lui donne du parfum, et les autres disciples qui sont là ne supportent pas cette scène érotique. Parce qu'il faut savoir que les cheveux, dans la tradition, c'est une nudité. Donc c'est équivalent des poils pubiens. Oui. Donc, quand on a tête nue, dans la tradition biblique, en plus ça remonte à loin, c'est comme si elle frottait son pubis sur les pieds de Jésus. Et les disciples, qui sont assez stupides souvent, d'ailleurs Jésus se plaint beaucoup de la stupidité de ses disciples, quand ils voient ça, Marie de Béthanie à genoux, en train de laver les pieds, en plus du parfum, c'est la référence au Cantique des Cantiques, les parfums, les cheveux qui ondulent comme les moutons du mont Gilead, tout ça, une scène érotique torride, c'est peut-être le Cantique des Cantiques dans la tradition chrétienne de l'Évangile. Et Marie Béthanie, elle est à la tambouille.
elle fait à manger. Et alors Jésus lui reproche cette chose-là, mais moi je l'adore parce que c'est sans elle, eh bien, il n'y a plus d'éros, parce que quand on a faim, on pense plus faire l'amour, on pense plus toutes ces belles choses qui nous animent. Et donc c'est le moteur de toute la spiritualité. Sans manger, sans cette présence de Marie de Béthanie, sans Shiva dont on parlait tout à l'heure, mais on n'est plus rien. Et donc j'aime beaucoup. Et le récit se passe, donc c'est un livre encore qui n'est pas encore publié, parce que vous savez qu'il y a une sorte de queue pour les éditions, puisque tout le monde s'est mis à écrire. J'ai écrit 3 livres pendant le confinement. D'accord. Et vous avez été productif. dans celui-ci, donc j'ai écrit un évangile libertaire. Donc Marie de Béthanie envoie balader tous les lieux communs sur la religion, sur l'orthopraxie, c'est-à-dire qu'il faut faire pour avoir les bonnes grâces d'un Dieu. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc elle envoie balader l'orthopraxie. Elle se moque des gens qui pensent que faire quelque chose va nous apporter des mérites, va ouvrir les portes du paradis. Et elle se moque à un moment donné. Ses disciples, eux qui sont dans l'ancien monde, ils pensent que l'ascèse peut les mener quelque part. Et donc ils l'appellent parce qu'il y a un maître, un sage, un sadhu, on dirait en Inde, qui se met à marcher sur l'eau. Alors les disciples veulent tout de suite devenir le disciple de ce monsieur qui marche sur l'eau. Alors elle va et elle se dénude. Et elle se met à nager à côté du monsieur qui marche sur l'eau. Et le disciple qui la voit, le grand maître, il la voit toute nue avec les fesses toutes blanches, et dès qu'il la voit, il coule. Bon, Jésus n'a pas coulé, a priori. Alors, il coule, et elle le rattrape, elle le sauve, parce qu'il savait marcher sur l'eau, mais il ne savait pas nager. Voilà, donc, voilà ma Martha, moi. Alors, il y a une recherche de sens dans votre travail, Franck Laloux, et dans celui de Mazarine Pinjot. Très rapidement, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Mazarine Pinjot, justement, dans cette recherche de sens, vous parliez de matérialité des mots. Est-ce que finalement, quand on écrit, c'est pas aussi pour se donner une forme d'éternité, pour laisser une trace ? Est-ce que c'est pas une lutte contre cette angoisse métaphysique ? C'est possible. Je pense que toute forme de création répond à quelque chose comme ça d'un ordre métaphysique, au sens au sens forcément ésotérique du terme, juste au sens où on n'est pas que du monde ou que de la nature, et qu'il y a comme ça une recherche d'autre chose. Oui, bien sûr, une recherche de sens, et dans cette recherche de sens, l'idée de l'inscription, quoi. Alors, ça veut pas. Enfin, je pense que aujourd'hui tout devient très éphémère et justement se désinscrit. Mais moi, je pense que la question de l'inscription, alors d'autant plus pour un calligraphe, mais est fondamentale. Et c'est plus un rapport de soi à soi qu'un rapport de soi à l'éternité, parce qu'on sait bien que voilà. On sera pas là après, mais au moins peut-être qu'il y aura un petit bout de nous qui restera. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, on est allé au-delà de soi. Enfin, comment dire ? On est allé au-delà de soi-même, et on a transformé quelque chose en soi en faisant quelque chose d'existant. Quelque chose qui est en dehors de soi et qui appartient au monde. Et il y a quelque chose qui délivre. De transcendant, quoi, aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Laloux ? Il y a ces deux éternités. Effectivement, quand on laisse des traces, c'est pour laisser aux générations qui suivent. C'est un orgueil, c'est une vanité. On sait très bien que tout disparaîtra un jour, mais c'est une tentative désespérée, mais qu'il faut faire. Mais en même temps, l'éternité aussi, c'est quand on a la plume dans les mains, qu'on soit calligraphe ou écrivain, mais c'est la même chose. On est dans l'éternité. C'est-à-dire qu'on a une présence qui est là. On fait appel à du non-nous. Parce qu'il y a du non-nous qui apparaît, parce qu'on ne sait pas comment les mots apparaissent, que ce soit calligraphe, l'écrivain, on ne sait pas comment ils apparaissent. Donc l'éternité, elle est là. Elle est là tout de suite. Elle est dans l'instant présent, en fait. J'aime pas le mot présent. On s'immerge dans quelque chose de plus vaste que nous, qui n'est justement pas le présent, c'est pas l'éloge du présent comme du temps des hippies, tout ça. Non, on s'immerge dans quelque chose qui est plus vaste que nous, et effectivement, on actualise cette éternité. Merci à tous les deux, c'est toujours excellent. Ne bougez pas, il nous reste encore un petit quart d'heure en compagnie de Mazarine Pinjot et de Franck Laloux. On revient tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, il nous reste encore un peu de temps ensemble pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui ont choisi son chemin et ce, quelle que soit sa forme. On parle lettres et incarnation ce soir avec la philosophe romancière Mazarine Pinjot et l'écrivain et calligraphe Franck Laloux. Mazarine Pinjot, pensez-vous qu'il y ait toujours un sens caché dans les histoires que l'on raconte? Est-ce que c'est un sens parfois qu'on découvre bien après, peut-être, en sortant un livre, on se dit « Ah bah tiens, je l'ai écrit à cause de ça ». Je pense qu'il y a toujours le sens habite nécessairement la fiction, mais pas forcément celui qu'on voudrait lui donner. S'il y a un sens caché, c'est bien celui qu'on ignore soi-même lorsqu'on écrit. Sinon, justement, on pourrait pas faire de fiction si on maîtrisait toutes les coordonnées de ce qu'on écrit. On échappe. Enfin, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui est en excès et qui fait que, bien sûr, il y a sans doute du sens caché, mais je pense qu'il restera toujours caché. Sans quoi justement, sans quoi on revient dans quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, de la pensée, et plus tout à fait de la création. En revanche, là où il y a un sens caché, et c'est sans doute beaucoup plus littéral, c'est qu'on s'aperçoit effectivement toujours, enfin en tout cas moi, dès que je termine un livre, je m'aperçois que je reviens toujours au même endroit, enfin que je parle toujours de la même chose, alors à chaque fois avec des histoires complètement différentes et tout, mais que je reviens à cet endroit du nœud, enfin à l'endroit où ça s'est noué, et ça, le sens, si je le connaissais, encore une fois, sans doute j'écrirais plus. Mais en revanche, il y a une quête cachée, bien malgré vous, et qui vous meut, quoi. Et c'est ça dont on se rend compte parfois, enfin dont on n'a pas forcément la conscience lorsqu'on est en train d'écrire. Et est-ce que parfois vous avez eu, par exemple, des lecteurs qui ont interprété vos livres d'une manière totalement inattendue? Oui, ça arrive. C'est très intéressant. Alors, soit les lecteurs, au contraire, se sentent eux-mêmes complètement impliqués, on a l'impression qu'on parle d'eux, et ça, c'est formidable, parce que effectivement, de toute façon, lorsqu'on crée des personnages, il faut qu'ils touchent quelque part chacun d'entre nous, c'est quand même le but. Mais quelque chose d'humain, quoi, qui est justement au-delà de l'incarnation, quelque chose qui peut faire vibrer chacun. Mais en revanche, parfois, il y a des interprétations tout à fait différentes. Alors parfois, notamment sur l'avant-dernier livre, où la fin était un petit peu, pouvait justement laisser plusieurs interprétations, et c'était assez marrant de voir comment, pour certains, il était évident que c'était comme ça que ça se terminait et qu'il fallait interpréter la chose de cette manière-là, alors que moi-même, en fait, je l'avais laissée ouverte précisément pour que chacun s'empare en fonction de ce qu'il voulait. C'est assez lynchien ce que vous racontez, hein. On est sur du David Lynch. Ouais, mais je trouve que c'est, oui, en effet, mais à la fois, moi, j'aime pas trop que. Il sait pas quel message il passe forcément. Il sait pas, mais en même temps, c'est vachement cohérent ce qu'il fait. C'est le danger aussi. Il faut pas que ça soit ouvert à n'importe quelle interprétation. C'est-à-dire que celui qui écrit ne sache pas où il va. Mais en même temps, il faut pas qu'il sache trop où il va non plus. C'est vraiment cette espèce de dialectique un peu bizarre qu'il y a entre un lâcher-prise total et une maîtrise. Parce que lorsque vous écrivez, il y a quand même une construction, il y a une narration. Enfin, vous racontez quand même quelque chose, quoi. Et donc, c'est toujours ce jeu entre les deux qui fait qu'un livre est réussi ou pas. Alors Franck Laloux, vous, je le rappelle, vous êtes un calligraphe spécialiste de l'alphabet hébreu. Dans l'écriture en hébreu, dans une phrase, par exemple, il y a un sens possible infini à chaque phrase, en fonction du positionnement des points, par exemple. Comment est-ce qu'on peut savoir quel est le sens de ce qu'on lit, justement, dans ce cas-là? Parce que ça devient compliqué. Non, en hébreu courant, il y a des journaux. Hein, quand ils lisent des informations. On parle de la Torah. Donc, voilà, pour la Torah, le sens est d'emblée caché. En fait, la Torah est un texte illisible. D'accord. Pensez qu'il a été écrit, rédigé au 7e siècle, mais peut-être qu'il y a des sources au 1000 ans avant l'ère chrétienne. Alors, pensez que déjà on a du mal à lire Montaigne. Rabelais, c'est un peu plus difficile. Chrétien de Troyes, c'est rien. Donc c'est que 700 ans ou 500 ans pour Montaigne. Mais ça remonte à combien de temps l'écriture de la Torah? Ça a été rédigé au 7e siècle. D'accord. Avant l'ère chrétienne, c'est 2700 ans. Et il y a des sources de 1000 ans, 3000 ans. Je veux dire qu'on a des textes étranges, étrangers, étranges. Et même un hébraïsant qui est né là-bas, qui ne parle qu'hébreu, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa la terre, je reprends toujours. On ne peut que l'interpréter, on ne peut pas le lire.
parce que déjà le mot Bereshit au commencement, c'est un apax, c'est-à-dire qu'on le trouve qu'une seule fois dans la Torah. Donc on ne peut se référer que aux autres occurrences. Là, il n'apparaît qu'une seule fois. Alors on épuise le sens. C'est-à-dire qu'au commencement, on oublie. Donc, on va chercher le sens caché tout de suite, parce qu'au commencement du créa le ciel et la terre, l'affaire est faite, on rentre et on n'a plus besoin d'aller plus loin. Non, dans la tête, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais en tête avec André Chouraki, mon ami Markel Waknin dit premièrement. Moi, j'ai une autre encore proposée. Je passe ma vie avec ça, hein, donc je propose. Il était une fois. Il était, au lieu de dire au commencement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un processus narratif qui nous apprend que ce qui va suivre fait partie de la particularité de notre cerveau de créer de la narration. Donc, au commencement était la narration, qu'il y avait un ciel et une terre. Donc tout ne va être que narration. Tout ce que nous allons créer, il n'y a pas une réalité. On raconte des histoires, quoi. Il n'y a que des histoires. Et il était une fois un Elohim, un Dieu qui créa le ciel et la terre. Et alors, il y avait le tohu, le bohu, et ainsi de suite. On épuise le sens jusqu'à presque quand je répète, si je prends le mot table, par exemple. Je peux le répéter, table, 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 table. On n'a plus que des phonèmes, des graphèmes, et on va rajouter du sens à l'infini. On va arriver jusqu'à sa matérialité, et on est dans le secret des secrets. C'est-à-dire que c'est une porte qu'on ouvre sur une porte, et on est pris dans... Et c'est ça le sens finalement, c'est la question qui est amenée. Le sens, c'est qu'il n'y a pas de sens et qu'il est à trouver, ce sens. Quelqu'un qui vous dit « j'ai trouvé le sens de la vie », non. Mais le sens, ça serait « oui, j'ai trouvé le sens, qu'il n'y a pas de sens, et que c'est mon effort de lire ». Parce que l'univers, je le lis, on sait que le cerveau recrée tout ce que nous voyons, avec les neurosciences, tout ça. Je lis ce qui m'apparaît. Et donc, je suis c'est l'histoire qui m'apparaît. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de libération. Oui. Pourquoi aussi on lit la Bible? On peut lire la Bible, c'est que elle est un patrimoine commun, jusqu'à présent, si on va au Louvre, dans tous les personnages qui reviennent, mais c'est un instrument de libération parce que je m'aperçois que tout est narration et que si je fais de la Bible un instrument de connaissance, un instrument philosophique, à ce moment-là, je vais me libérer même de ce qui m'apparaît dans la vie de tous les jours en utilisant des outils comme la Bible. Ça peut être la psychanalyse, ça peut être Proust, ça peut être tous ces outils-là qui vont me permettre de voir que moi-même, je suis intégré dans un processus de narration. Bergson parlait de cette fonction narrative. Oui. Et donc, je me libère de la narration dans laquelle je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme un tel, mais je peux me voir aussi comme féminin. Je peux me voir comme un Français pur et dur. Je peux voir aussi comme un Gascon, puisque je suis né en Gascogne. Je peux changer de narration comme un Juif, ce qu'on m'impose parfois, parce que moi, dans ma tête, je suis pas un Juif. Je suis Franck Laloux, mais je m'impose cette possibilité d'être, et je me libère de tous ces liens. Il y a une édition qui s'appelle Les liens qui libèrent, quelque part. Mais cet outil de déchiffrer en permanence les mots vont me permettre de respirer le monde autrement. Mazarine Pinjot, est-ce que le sens, c'est pas finalement celui qu'on se donne ? En tout cas, moi, je suis très sensible à ce que vous dites, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on est tous des machines à fabriquer du sens, et qu'il n'y a pas de sens définitif. C'est la raison. Enfin, ça serait même une contradiction dans les termes, et que on est toujours en train de transformer ce qui nous arrive en quelque chose qui fait sens, ou en tout cas on cherche à le transformer en quelque chose qui fait sens. Même l'expérience qu'on vit aujourd'hui du confinement, chacun d'entre nous essaie de se battre face à ce qui lui tombe dessus, justement parce que ça lui tombe dessus, en se le réappropriant et en lui donnant du sens, en le faisant rentrer dans un champ symbolique. Et c'est ça qui fait l'humanité. Et c'est aussi parce que vous dites
qui devrait être totalement interdit, voire impossible, toute forme de dogmatisme, de littéralisme, ou même de retour aux identités. C'est très important, ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour à l'identitaire, au communautarisme, qui va complètement à l'encontre de ce qui fait la spécificité des hommes, c'est-à-dire justement d'être toujours dans cette quête de mise en sens, mais cette quête de mise en sens, elle peut pas être close, sinon c'est justement plus mettre en sens, c'est s'arrêter sur une fixité, sur une identité, sur... Non, voilà, nous, on est tous, enfin, c'est ça qui fait notre humanité dans cette réélaboration permanente. Et c'est comme ça qu'on arrive à survivre par rapport aux choses terribles qui peuvent survenir. C'est comme ça qu'on survient. C'est pas juste en réglant des problèmes économiques. Alors, il faut aussi les régler. Mais c'est aussi ce qu'on oublie beaucoup, je trouve, dans la manière dont on nous parle, que ce soit à travers les discours politiques ou certains discours médiatiques. Enfin, voilà, on n'est pas des êtres passifs qui subissons uniquement des questions économiques, politiques. Non, on est des êtres qui toujours essayons de réagir en remettant du sens, en réélaborant du sens, et même en n'y arrivant pas, mais c'est ça qui fait qu'on arrive à s'en sortir, quoi. C'est beau tout ça, on a envie que ça continue pendant des heures. Alors, il nous reste 2 minutes, donc chacun, avec quelques mots, je vais quand même vous poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez une définition de l'excellence française, Franck Laloux? Qu'est-ce que c'est pour vous l'excellence française? Oula. L'excellence française. 30 secondes. C'est je sais que moi je dois tout à l'école, qui m'a appris l'école de la République. Petit des poésies, à aimer la peinture, à aimer la musique. Et quand j'étais petit, je ne pouvais pas être autre chose qu'un artiste, qu'un écrivain. C'était impossible d'être autre chose. Parce que tout petit, on nous a mis ce virus, et ce bon virus, couronné, là, cette fois-ci, de l'excellence, c'est-à-dire l'art, pour moi, la littérature, la musique, avant toute chose. Donc c'est l'école de la République. L'école des lettres, des arts et les lettres. Oui. Mazarine Pinjot, qu'est-ce que c'est pour vous l'excellence française? Je peux dire tout pareil ou... Ouais, vous avez le droit. C'est l'école de la République aussi? Alors l'école et puis la place de la culture, à la fois pas d'une culture forcément élitiste, c'est pas obligé d'aller au musée, la culture elle est partout en France. Elle est partout dans les rues, dans l'architecture, dans la gastronomie, et il y a quelque chose qui fait comme ça que on est imprégné, enfin on est, quoi qu'on fasse, on est imprégné d'une manière ou d'une autre par à la fois par la culture, mais surtout par l'importance qu'on doit lui et qu'on peut lui accorder. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est très malheureux. Je pense, c'est pas uniquement parce que on est obligé de faire que bosser. Non, on est malheureux parce qu'on n'est pas abreuvé, quoi. On n'est pas abreuvé, et justement c'est ces lieux de production de sens. Alors chacun d'entre nous une petite machine à fabriquer du sens, mais la culture, tout seul, ça devient compliqué. C'est justement ce qui nous nourrit, ce qui nous rassemble aussi, et ce qui fait qu'on peut un petit peu s'éloigner d'un réel extrêmement terre à terre. Et oui, je pense que la culture française, elle est complètement irriguée par cet amour de la culture. Enfin, la culture française irriguée par l'amour de la culture, c'est peut-être redondant, mais en fait non, parce que toutes les cultures n'accordent pas une telle place à la culture. Et encore une fois, il suffit de se promener dans les paysages français pour la sentir, pour l'aimer, pour la Merci pour ces beaux témoignages tous les deux. C'était excellent vraiment de vous recevoir. Prenez soin de vous. Revenez nous voir bientôt dans les studios de Sud Radio. Je rappelle pour tous qu'on peut retrouver le dernier livre de Mazarine Pinjot, Et la peur continue, chez Mialet Barreau, en librairie actuellement. Je le montre à l'écran. Franck Laloux, toutes vos œuvres littéraires sont présentes chez vos libraires également, de proximité. Des romans, les des sites essais. de vente en ligne aussi, dont on taira le nom ici, mais bon, on les connaît. Ne pas oublier les calligraphies aussi sur votre site, www.lalou.net, tout à fait. Donc merci à tous les deux, à très bientôt. Et merci à vous, mes chers auditeurs. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Merci à Quentin Cabanis, à Bastien, à Méloane Rock et aux équipes de Sud Radio, à Laura également au web. Retrouvez cette émission en podcast et en vidéo sur sudradio.fr, et la chaîne YouTube de votre radio préférée, sans bien sûr oublier les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est excellent.